Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review d'actualité sur le cyclisme. Là, c'est une chaîne sur le cyclisme, donc je vais essayer de reprendre cette chaîne en main. Je suis plus actif dessus depuis un petit moment. Je sais pas depuis combien de temps, mais depuis un petit moment. Donc, c'est le moment de m'y remettre sur un format complètement différent. On va vraiment faire de la review d'actualité. On va voir ce que ça donne, si ça prend ou pas. On va voir. J'essaye de prendre plusieurs médias différents. Il y a Cyclisme Actu qui revient très souvent dans les news. Je vais essayer de diversifier un maximum, mais pour aujourd'hui, vous allez voir que ça va être surtout Cyclisme Actu. Donc déjà, la grosse actu, alors moi je tourne ça le 26 mars, mais la vidéo sortira très probablement le 27 mars. Le 27 mars, il y a quoi? Le 27 mars, il y a À travers la Flandre 2024. À quelle heure et sur quelle chaîne voir la course? Donc alors l'édition 2024 d'À travers la Flandre, ultime répétition avant le Tour des Flandres, se déroule ce mercredi 27 mars. Retrouvez ici toutes les informations sur la diffusion de la course. Qui succédera à Christophe Laporte, vainqueur l'an passé. Donc à travers la Flandre, Dwarsdoor Vlaanderen, vive les Flamands, semi-classique flandrienne et dernière répétition avant le ronde dimanche aura lieu ce mercredi 27 mars 2024. Le parcours qui relie les villes belges de Roselaar et Waregem est long de 189 km et traverse les Ardennes flamandes. Cette 78e étape comprend un total de 12 montées et 8 secteurs pavés, ainsi qu'un circuit à parcourir 2 fois. Jesper Philipsen, Mads Pedersen et Wout van Aert font partie des grands favoris. Malade, Laporte est, lui, forfait. Ça, c'est bien dommage. Donc du coup, on l'a dit, donc la date, donc aujourd'hui. Départ 14h15 à suivre sur les chaînes. L'équipe qui est gratuite sur la TNT, n'hésitez pas, ou sur Eurosport 1. Voilà, donc ça, c'est la course majeure d'aujourd'hui. Je sais pas si je ferai des vidéos très régulièrement, mais si je peux essayer d'en faire plusieurs par semaine, je vais essayer de m'y tenir. Donc au niveau des news, donc on va continuer avec l'équipe. Peter Sagan peut-il encore rêver des Jeux Olympiques de Paris en VTT? Le Slovaque a fait d'une participation aux JO 2024 en VTT le dernier grand objectif de sa carrière. Mais grévé par un retard de points et par sa récente intervention chirurgicale pour une tachycardie, sa qualification pour Paris est-elle encore possible? Bon, après le contenu est réservé aux abonnés. Peter Sagan, c'est vrai il a déjà pris sa retraite sur les courses sur route. Il avait dit qu'il continuerait le VTT, qui est son premier amour, on va dire, hein. C'était un VTTiste avant tout, ou peut-être cyclocrossman, j'ai un petit doute à ce niveau-là, mais voilà, c'était pas du vélo de route qu'il faisait à la base. Je crois que c'était cyclocross. Donc voilà, les JO 2024, c'était son dernier objectif. A priori, après une opération chirurgicale, ça semble compliqué. Après, en Slovaquie, je sais pas qui est meilleur que Sagan en Slovaquie. Je les connais trop peu, je saurais pas être pertinent là-dessus. Donc à voir, mais peut-être qu'il n'y aura pas de Peter Sagan au JO 2024. Classement UCI, Total Energy réalise une belle opération. La belle opération de la semaine écoulée au classement UCI est à mettre au crédit de la formation Total Energy. En grande difficulté depuis le début de la saison, l'équipe vendéenne a su redresser la barre, ceci grâce à une victoire obtenue sur les routes de la Roue Tourangelle, mais aussi à une très belle prestation d'ensemble réalisée à Depanne. Bilan, les hommes de Jean-René Bernaudot s'offrent un bol d'air et remontent à la 22e place du classement, derrière Tudor Pro Cycling, mais devant Uno X et Q365, deux de ses rivales en division Pro Team. Concernant le top 40 UCI, seul moyen de postuler à un grand tour en 2025, l'inquiétude est toujours de mise pour Euskaltel et Coratec qui n'y figurent toujours pas cette semaine. En Conti, on notera aussi les belles performances de Van Rysel, Roubaix Lille Métropole et Saint-Michel Mavic Aubert 93 qui figurent elles dans ce top 40. Donc voici le classement UCI au 26 mars 2024. Donc on voit la domination de la UAE Team Emirates qui a beaucoup de points d'avance sur la Team Visma qui pourtant avec Vingegaard avait fait de beaux scores. La UAE, faut dire aussi qu'avec Marc Soler, il y avait le jeune Mexicain là qui est en train de tout fracasser. Alors à suivre, comment il s'appelle, Isaac Del Toro. À suivre. Il est très jeune. Aussi bien il peut imploser, on ne le verra plus. Peut-être qu'il va faire qu'une seule belle saison. On en a vu, ça arrive, hein, on se souvient de Marco Brenner qui chez les jeunes avait tout éclaté, il était trop fort, il gagnait tout, et depuis qu'il est passé pro, c'est plus trop ça. Alors, oui, Isaac Del Toro est déjà pro et il fait des belles prouesses, mais tout ça pour dire que potentiellement ça va pas durer. Tous les jeunes ultra performants ne sont pas des Pogacar en puissance. C'est là où je veux en venir.
Donc la team Visma qui a déçu un petit peu, elle est pas aussi performante. On a vu sur le Tour de Catalogne, elle était complètement absente finalement, hein. Elle était pas trop là. Faut quand même noter que Olaf Koy a gagné beaucoup de courses, il était très très fort. Naturellement, Vingegaard, il a respecté personne sur le Tirreno. Au Grand Camino, il a respecté personne non plus. Enfin voilà, il respecte rien. C'est un gougnafier. Et bon, Pogacar, j'en parle même pas. Tour de Catalogne, on va en parler après, mais il a gagné 4 étapes sur 6 ou 7, je sais plus combien il y en a sur le Tour de Catalogne. Voilà. Les mecs, ils ont faim, ils ont la dalle. Je parle même pas d'Estrade Bianche. Estrade Bianche, 80 km en solitaire pour sa course de reprise. Allô. Voilà, à croire que les autres, c'est des amateurs, donc ils sont pas dans la même division. Mais bon, hein, on les connaît. Donc la UAE Team Visma, la Lidl Trek qui fait un très bon début de saison. On a Mats Pedersen qui est très 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 en forme. Mats Pedersen qui a gagné Gand-Wevelgem, si je dis pas de bêtises, au sprint devant Van Der Poel. J'ai vu l'étape, enfin j'ai vu la course, le final était électrique. Franchement, je sais vraiment pas qui allait gagner. J'ai l'impression que Mats Pedersen monte en puissance au fur et à mesure que les saisons passent. Et cette année, je le trouve plus fort que jamais, en réalité. Soudal Quickstep, qui jusqu'à présent est plutôt absent. Plutôt décevant. La Soudal Quickstep, c'est pas encore ça. Hein. Ils se font attendre, on les attendait beaucoup sur les classiques, ils sont pas là. On sait qu'ils s'orientent davantage sur les courses par étapes pour Remco Evenepoel, hein. C'est pour ça qu'ils ont recruté Landa, ils visent le Tour de France. Mais en attendant, le cyclisme, c'est pas que le Tour de France, c'est pas que les grands tours. Et pour le moment, ils sont pas trop là. On note quand même Landa qui a fait deuxième au Tour de Catalogne, derrière un Pogacar intouchable. C'est pas mal, c'est bien. Mais malgré tout, je trouve que la Soudal est un ton en dessous. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve qu'ils sont un ton en dessous. Decathlon AG2R, la mondiale team, qui fait plutôt une bonne saison par rapport à ce à quoi on a l'habitude chez eux. Franchement, ils ont de quoi être fiers. Bon, la Bora, on attend Roglic. On attend Roglic encore. Il faut qu'il monte en puissance, mais là, pour le moment, un peu mitigé. Ineos, le retour de Bernal. Le retour de Bernal qui est fracassant, il est très très fort. Alors il gagnera pas, je le vois pas gagner un grand tour, même une course par étape. Ah quoique, peut-être. Mais bon, je le vois pas encore vainqueur sur le podium. Cependant, le regain d'énergie qu'il a, Bernal, c'est impressionnant. Sincèrement, c'est très impressionnant quand on sait de là où il revient. Il était quasiment mort en Colombie durant son entraînement. C'était très impressionnant les images. Bravo à lui, ça fait très plaisir. De toute façon, tout le monde le dit hein, quand vous regardez et quand vous écoutez les commentateurs. Ça fait très plaisir de le revoir à ce niveau-là et j'espère tout le meilleur pour lui pour la suite. Bon, après, j'ai pas grand chose à dire sur les autres. Bon, Alpecin de Koenig, évidemment, il y a Van Der Poel et Philipsen. Alors, du coup, ça m'étonne un peu qu'il ne soit que 9ème. Ça me surprend un petit peu. Alors, ok, il y a que ces deux-là qui gagnent, visiblement, mais ils en ont gagné quand même pas mal. Philipsen a gagné pas mal de courses. Ah, après, Van Der Poel n'a pas gagné. Une bêtise, Van Der Poel n'a pas gagné. Milan-San Remo, c'était Philipsen. Mais je crois qu'il a quand même gagné une course. Le 3, il a gagné. Bon, on va peut-être pas tous les faire. J'en ai déjà pas mal parlé. Et donc, ce qu'on a vu, ce qu'on a lu, c'était que la team Total Energy qui sont là, classement cumulé 2023-2025. Alors, c'est pas tellement ça que je voulais voir. OnoX Total Energy. Il se trouve à la 22e place actuellement. Donc c'est assez intéressant de voir ici, ils vont tous se battre par là pour essayer de passer en pro team. Bon, on va passer aux actus suivantes. Gand-Wevelgem, Adrien Petit mis hors course et en colère, zéro respect. Voilà un coup de gueule qui n'est pas passé inaperçu dimanche soir après Gand-Wevelgem, alors que son coéquipier et leader Binyam Girmay décrochait une 7ème place quelques secondes derrière le vainqueur Mats Pedersen, bourreau de Mathieu Van Der Poel, Adrien Petit a lui terminé la course au milieu des voitures. Mis hors course par les commissaires à 15 km de l'arrivée, le bison d'Arras était très remonté contre cette décision injustifiée selon lui. Comme il l'a expliqué sur son compte X, les délais étaient de 26 minutes. Les commissaires décident de nous mettre hors course à 15 km de la ligne alors qu'on n'était qu'à 8 minutes de la tête de course. On a terminé sur route ouverte. Zéro respect pour les coureurs. Et là-dessus, il a totalement raison, c'est une honte.
Déjà, c'est dangereux pour les coureurs. Et si les délais étaient de 26 minutes, faut pas rouvrir les routes avant, enfin. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est dangereux et c'est irresponsable. C'est insurgé le coureur nordiste que l'on retrouvera certainement très revanchard dès mercredi à travers la Flandre, avant le Tour des Flandres qui se déroulera le 31 mars. Et bien évidemment, Paris-Roubaix le 7 avril, sa course de cœur. J'ai très hâte de voir le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Je ne veux pas rater ça. Adrien Petit qui dit « Les délais sur Gand-Wevelgem étaient 26 minutes, les commissaires décident de nous mettre hors course à 15 km de l'arrivée, alors que nous sommes 8 minutes derrière la tête de course, zéro respect pour les coureurs, nous avons terminé sur route ouverte. » Ah. On a un gros groupe pour Paris-Roubaix, j'essaierai d'apporter mon expérience. Avant le départ de la course et ce dénouement malheureux, Adrien Petit s'était confié au micro de Sport 5962 sur sa campagne flandrienne au sein de l'équipe Intermarché Wanty. Content d'être là de nouveau et de revenir sur ses courses. Après avoir dû faire l'impasse l'an passé, j'ai fait un gros début de saison pour ça. Il y a eu cette chute à Denain qui m'a pénalisé pendant 4-5 jours. Donc j'espère que ça ira au moment de retrouver les pavés. Je suis vraiment dans un rôle d'équipier. Quand on est aligné aux côtés d'un ancien vainqueur comme Binyam Girmay, on ne peut que courir pour lui. C'est forcément une grosse motivation, ce sera du bon travail pour Roubaix. On a un gros groupe pour Paris-Roubaix, avec des jeunes pleins de talent. J'essaierai d'apporter mon expérience à des Lawrence Rex ou des Madis Mikkels, a conclu le coureur de 33 ans, 6ème de l'Enfer du Nord il y a 2 ans, mais qui a manqué l'édition 2023. Patrick Lefebvre, le fameux, tout le monde le connaît naturellement, il nous dit « J'ai commis des erreurs dans ma politique ». Aucun coureur du Wolfpack parmi les 25 premières positions de l'E3 Saxo Classique. Voilà de quoi remonter le manager de la Soudal Quickstep, Patrick Lefebvre. Soyons honnêtes, la façon dont nous avons roulé en tant qu'équipe est terriblement ordinaire, lâche-t-il dans sa chronique parue dans les colonnes de Het Nieuwsblad. Et renchérit. Je nous ai vus en tête du peloton à 90 km de l'arrivée et après, rien. Au classement, le premier membre de la structure belge Yves Lampaert pointe à la 29e position. Lefebvre reprend. Je pèse mes mots. Après tout, le comité d'éthique de l'UCI nous lit. Mais c'est très insuffisant. C'est ce que je disais un peu, la Soudal Quickstep qui, pour le moment, déçoit. Déçoit. Nous ne sommes pas compétitifs. Je ne reproche à personne de ne pas pouvoir suivre Mathieu Van Der Poel ou Wout van Aert, qui sont hors catégorie. Mais même dans le groupe derrière eux, nous ne sommes pas compétitifs. Enchaîne Patrick Lefebvre avant de comparer sans langue de bois. Lidl Trek a clairement fait un pas en avant et est dans le top 10 avec 3 coureurs. UAE Team Emirates a 2 hommes, mais aucun ne s'appelle Tadej Pogacar. Nous n'avons personne. Le patron belge ne veut pas trouver quelconque excuse à ses protégés. Y a-t-il des circonstances atténuantes? À mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Il est dur, mais on le connaît aussi pour ça. Il est dur, il a un franc-parler. On aime, on n'aime pas. J'ai commis des erreurs dans ma politique d'achat et de vente. Pour remédier à ces résultats en dents de scie, Patrick Lefebvre veut changer de stratégie et n'omet pas, au passage, de tacler certains de ses coureurs. Il est certain que je vais aussi me regarder dans la glace. J'ai commis des erreurs dans ma politique d'achat et de vente. J'ai lu partout que nous réduisions l'équipe de printemps en fonction du travail sur les tours et c'est sans aucun doute vrai. Mais avec des coureurs comme Julien Alaphilippe, Yves Lampaert et Casper Asgreen, une part importante du budget salarial va encore aux leaders pour le travail flamand. Une leçon pour moi. Ne plus signer de contrat dans l'euphorie, ce qui s'est peut-être trop produit avec les coureurs précités. Quoi qu'il en soit, je ne parlerai de contrat à personne avant Paris-Roubaix. Ah, voilà, donc encore une petite cartouche pour Alaphilippe, plus Lampaert et Asgreen qui, ont déçu, ils ont déçu, je sais pas combien, j'ignore leur salaire, mais visiblement, ils ont déçu Patrick Lefebvre et il est amer. Il est amer. Je connais pas les chiffres, les salaires, mais de toute façon, il n'y a pas de débat, ils ont été absents sur les rendez-vous. Après, il reste encore le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, naturellement, et à travers la Flandre qui est aujourd'hui. À travers la Flandre, Julien Alaphilippe et Paul Magnier pour le Wolfpack. Je pèse mes mots, mais c'est très insuffisant. Dans l'une de ses nouvelles sorties sans langue de bois dans les médias, Patrick Lefebvre a récemment tiré la sonnette d'alarme devant le bilan de la Soudal Quickstep sur les classiques flandriennes, notamment après une E3 Saxo classique ratée dans les grandes largeurs, vendredi. Et un Gand-Wevelgem en retrait 2 jours plus tard.
Donc oui, pour le E3 Saxo classique, c'était Yves Lampart en 29e position pour le premier de la Soudal Quick-Step, et à Gand-Wevelgem, le premier c'était Tim Merlier qui était 8e. Pourtant, il avait fait un bon début de saison, Tim Merlier. Hein. Avant de jouer gros sur le Tour des Flandres dimanche, le Wolfpack tentera donc de se mettre dans le droit chemin dès mercredi sur À travers la Flandre. Dernière course préparatoire dans le Ronde. Pour y parvenir, la World Team belge pourra compter sur Julien Alaphilippe, en forme sur Milan-San Remo, mais à nouveau décevant sur le 3. Ainsi que sur l'ancien double vainqueur de l'épreuve en 2017 et 2018, Yves Lampart. Ouais, ça pue côté Soudal Quick-Step. Wilfried Peters, j'espère que nous serons dans le coup pour ce parcours difficile. Les deux hommes seront accompagnés par un mélange de coureurs d'expérience avec Gianni Moscon et Casper Pedersen, et de jeunes loups avec Pepin Reinderink et War Van Gelooe, et le français Paul Magnier, solide 11e de la Breden Kosciuszko Classic, pour sa dernière course il y a 10 jours. Nous avons une équipe solide pour À travers la Flandre, composée de gars expérimentés mais aussi de jeunes. Les coureurs sont confiants, ils sont tous prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes une fois de plus, et j'espère que nous serons dans le coup sur ce qui sera un parcours difficile, avec beaucoup de côtes et de secteurs pavés, a déclaré dans un communiqué d'avant-course le directeur sportif Wilfried Peters. Eh bien, j'ai envie de dire, il n'y a qu'à voir la course, on va voir. Est-ce que vous y croyez, vous ? Julien Alaphilippe a l'air d'avoir repris un petit peu de poil de la bête. Est-ce que c'est suffisant ? Difficile à dire. J'ai mis quelques doutes à ce niveau-là. Pour moi, on ne retrouvera plus jamais le grand Julien Alaphilippe. Pour moi, c'est terminé. L'année prochaine, a priori, je ne sais pas si c'est une rumeur, s'il a vraiment signé, mais il devrait partir pour la Total Energy. Et pour moi, c'est le début de la fin pour Alaphilippe. Je pense que ça va être la pré-retraite pour lui à Total Energy. J'aime beaucoup l'équipe Total Energy, mais bon, jusque-là, les grands coureurs qui les ont rejoints, ils sont partis quelques années plus tard. C'était leur pré-retraite, quoi. Autre news, Gand-Wevelgem, Mathieu Van Der Poel, je vais être prêt pour le round. Il a envie, il a faim, on le sent, regardez ce visage, il a faim le gars. Vainqueur avec autorité, mais au prix d'un long raid solitaire sur l'E3 Saxo Classique, Mathieu Van Der Poel, de l'Alpecin de Koenig, a peut-être payé sa débauche des forces de vendredi, même si Mads a également roulé sur cette course. Donc ce n'est pas une excuse, admet le néerlandais. Semblant moins aérien dans les monts, il s'est logiquement incliné contre Mads Pedersen sur ce Gand-Wevelgem, dans un sprint long, favorable aux qualités du Danois. Pour autant, celui qui vise les prochains Tours des Flandres et Paris-Roubaix ne semblait pas trop déçu à l'arrivée d'avoir cédé contre un coureur qui était plus fort. Je ne pense pas pouvoir gagner toutes les courses, a-t-il notamment confié. Oui, bah, en même temps, c'est un peu la langue de bois, oui évidemment, tout le monde ne peut pas gagner toutes les courses, ça semble logique, sauf peut-être Pogacar, mais... Mais après, à savoir que même Milan-San Remo, c'était sa course de reprise, du coup, on le sentait quand même un peu limité. Alors, est-ce qu'il est en train de monter en puissance petit à petit ? C'est l'impression que j'ai. Donc, oui, peut-être qu'il sera prêt pour le Tour des Flandres. Je lui fais assez confiance à ce niveau-là. Mais attention, parce que Wout van Aert n'est pas en reste. Hein. Il n'est pas en reste non plus. Mais je le trouve un peu trop en retrait quand même, Wout van Aert, on le voit pas suffisamment. Alors après, j'ai pas regardé la course E3 classique. J'ai cru voir qu'il avait eu une crevaison. Donc à voir la vraie explication lors du Tour des Flandres. Hein. C'est de ça que j'avais besoin, je vais bien me reposer pour être prêt pour le Tour des Flandres. Le champion du monde a ainsi reconnu la supériorité de son adversaire du jour. 2 fois dans le Kemmel, j'étais vraiment à la limite. Je sentais dans le sprint que je n'avais plus les jambes, et il est toujours plus fort au sprint. S'il y a quelqu'un qui est plus fort, ce n'est pas trop difficile d'être deuxième, a donc admis le spécialiste des classiques. Il n'y a en effet aucune honte à être battu de justesse par un autre ancien champion du monde, qui plus est, dans une forme éblouissante depuis le début de l'année. Et puis, tout Van Der Poel qu'il soit, il n'avait peut-être pas les jambes de vendredi, et admet être heureux avec sa 2e place. De toute façon, les véritables objectifs du Batave sont à venir dans les prochains jours avec l'enchaînement Ronde et Roubaix. En ce sens, et alors qu'il n'a encore que 3 jours de course dans les jambes, les efforts de ce week-end vont lui être très précieux. Ouais, c'est ça, il a très peu roulé. Hein. C'est de ça que j'avais encore besoin. Vendredi, c'était une course très dure et aujourd'hui de nouveau. Je vais bien me reposer pour la semaine prochaine et être prêt pour le Tour des Flandres. Se satisfait le coureur en se projetant sur les prochaines échéances. Il fait très peu de courses, mais il fait que des courses de fou. Elles sont très compliquées. Le résumé de la course.
À 60 bandes du but du un quatuor composé de Mathieu Van Der Poel, Mads Pedersen, Laurens Pitty et Jonathan Milan ouvre la route. Et pareil, vous avez vu un peu Laurens Pitty, la saison qu'il fait? Mais il est super solide, hein, le petit. C'est un Australien, le petit Australien de la Groupama FDJ. Il est super solide, il est impressionnant. J'ai hâte de le voir sur les prochaines courses ou même dans les prochaines saisons, mais là, il me fait une très très forte sensation, hein. Attention à Laurens Pitty, à surveiller. Et d'ailleurs, pareil, non, on en parlera plus tard, mais Lenny Martinez, c'est pas sûr que la Groupama FDJ puisse le garder, hein, mais on en parlera plus tard. Le peloton pointe à environ 50 secondes, les 4 à l'avant. Bah après, j'ai peut-être pas une bonne idée de faire le résumé de la course. Vous le verrez, ici on a le classement. 16 secondes d'autres groupes. Hein. De toute façon, vous avez les résumés sur internet déjà. Alors, route frappée par Ivan Garcia Cortina, Wood Pulse dépose plainte. Ah oui, alors ça, mais c'est un truc, mais ça existe ça? Il y en a vraiment qui posent plainte entre coureurs? C'est fou. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Wood Pulse a semble-t-il eu maille à partir avec l'équipe Movistar lors du dernier Tour de Catalogne. Il déclare avoir d'abord reçu un coup de coude de la part de Nairo Quintana et s'être disputé avec lui. Plus tard, il affirme avoir été à nouveau frappé, mais cette fois-ci par Ivan Garcia Cortina, qui lui a donné un coup de poing dans le haut du bras. Cette dernière altercation semble avoir été celle de trop pour le Néerlandais qui a porté plainte auprès du jury. Il a raconté en détail ses mésaventures dans son podcast In Course, qu'il anime avec Dylan Van Barle. Ils commencent à se frapper les coureurs maintenant, ça y est, ils sont tous fous. J'ai dit à Nairo Quintana qu'il devait à nouveau prendre du tramadol pour être aussi agressif. Quoi? Le tramadol, ça calme, quoi? C'est donc avec l'ancien nouveau pensionnaire de la Movistar, Nairo Quintana, que les problèmes ont commencé entre Wood Pulse et l'équipe espagnole. Je me sentais bien dans une montée et je voulais être proche de Tadej Pogacar, mais personne ne voulait me laisser faire. J'ai donc décidé de rouler derrière Enric Mas, débute le grimpeur. Je me suis retrouvé près de Nairo, mais pas au point de le bousculer. À un moment donné, il m'a donné un coup de coude et je me suis disputé avec lui, poursuit le vainqueur d'étape sur le dernier Tour de France. C'est là qu'il aurait lâché au Colombien qu'il devait à nouveau prendre du tramadol pour être aussi agressif. Pour rappel, Nairo Quintana a été contrôlé positif au tramadol après le Tour 2022. Et il avait été suspendu, hein, du coup. C'était le début des problèmes pour lui. Qui est un tramadol, du coup, qui fait partie des dopants, hein, d'accord? C'est quelque chose qui va diminuer, qui va calmer l'esprit, calmer le cerveau, et on a tendance à moins sentir la douleur. Voilà. Puis, lors de l'avant-dernière étape du Tour de Catalogne, Pulse s'est heurté à un nouveau membre de l'équipe ibérique, en la personne de Garcia Cortina. Alors que ça frottait dans le peloton pour garder la tête dans une ascension, il est intervenu juste avant le sommet, il s'est assis et m'a donné un coup de poing dans le haut du bras. Il m'a frappé très fort et ça m'a fait très mal. J'ai donc eu une grosse dispute avec lui, on dirait un enfant qui parle, c'est mignon. J'ai demandé pourquoi il avait fait ça, et il a dit que c'était toujours la même chanson avec moi. Mais je ne monte jamais de côte avec lui. Relate le grimpeur qui a décidé de porter plainte à l'arrivée. Il s'en est tiré avec une amende de 300 francs suisses et une déduction de points UCI. C'était un peu décevant pour moi. Conclut le néerlandais, visiblement encore énervé par les événements. Mais c'est quoi? C'est quoi ces bagarres là? Mais qu'est-ce qui se passe dans le peloton? Les prochaines interactions entre les deux équipes pourraient donc être houleuses, affaire à suivre. Ils commencent à se battre dans le peloton? Mais enfin? C'est quoi? Ça va finir en MMA l'histoire là? Qu'est-ce qu'ils font? Et du coup, en fait, on sait même pas. Enfin, si, c'est juste parce qu'il a dit ça à Nairo Quintana. Mais qu'est-ce qu'il a à voir dans l'histoire? Garcia Cortina, il donne des coups comme ça. Ah, je suis un peu sur les fesses quand même. Hein. Bon, bah, à suivre. Peut-être qu'ils vont faire un. Ils vont se retrouver dans un octogone. Allez savoir. Victor l'a fait. J'ai un souci de genou. Les Ardennaises, c'est cuit. Ah, il s'est peut-être fait frapper au genou. Attention. C'est l'un des gros points d'interrogation d'un début de saison pourtant très réussi côté Decathlon AG2R la mondiale. Recrue phare de l'ambitieuse équipe savoyarde, Victor Lafay est aux abonnés absents depuis le mois de décembre. Lorsqu'on l'avait rencontré au cours de la présentation de sa nouvelle formation, l'unique vainqueur d'étape français du Tour de France 2023 n'a en effet toujours pas couru sous ses nouvelles couleurs, mais a enfin donné quelques nouvelles explications à cette disparition mystère. Présent du côté de Péronas pour la présentation de Bourg-en-Bresse, un cyclisme, équipe pour laquelle il a couru lors de ses années chez les amateurs. Le Rhodanien a confirmé au journal Le Progrès qu'il a bien un souci de genou, comme pressenti et évoqué ces dernières semaines.
Les Ardennaises, c'est cuit. On pourrait dire un syndrome rotulien pour faire court, et les douleurs m'empêchent de me préparer comme je le voudrais, a précisé Victor Lafay, qui ne s'est pas montré très rassurant quant à sa durée d'indisponibilité et son retour à la compétition. J'aurais bien aimé être là pour les Ardennaises, dont les profils me correspondent, mais c'est cuit, je reste dans l'attente. J'espère revenir pour le critérium du Dauphiné, a-t-il indiqué. Prévu comme fer de lance de l'équipe de Vincent Lavenu pour les classiques ardennaises en avril, le puncher de 28 ans va donc bien manquer le mois le plus important de sa première partie de saison. Il faudra peut-être attendre le 2 juin et le départ du critérium du Dauphiné pour voir le Lyonnais épingler son premier dossard en 2024. Une nécessité avant d'envisager une participation au Tour de France, qui se déroulera du 29 juin au 21 juillet. Lui qui nous avait confié avoir comme rêve ultime de porter le maillot jaune. C'est vrai que depuis qu'il a gagné, en fait, on l'a découvert au Tour de France lorsqu'il a gagné, et encore ça, on l'a vu 2, 3 étapes. Après, on l'a plus vu. Enfin, je sais pas vous, hein, mais après, on l'a plus vu. Et par la suite, rien. Et là, c'est vrai qu'en début de saison, bah du coup, il a toujours pas mis un seul dossard. Sincèrement, je sais pas quoi en penser. Peut-être qu'il avait juste un gros pic de forme tout début du Tour de France. Il a tout donné et en 3 jours c'est fini quoi. Mais je sais pas quoi penser de ce coureur encore. Wout van Aert va mieux. Alléluia. Ses blessures ne sont pas graves. On va avoir du spectacle. Alors qu'elle s'avançait sur ses classiques flandriennes avec une armada à en faire trembler la concurrence, tous les plans du team Visma Lease Bike ont été mis en péril ces derniers jours. Entre Christophe Laporte, malade, qui ne devrait pas faire son retour avant Paris-Roubaix, Per Strand Hagens, qui s'est cassé le nez sur le 3 Saxo Classique, et qui est forfait pour la campagne de classique, et les chutes de Tige Benoot, Jan Tratnik et Wout van Aert, ça tourne au cauchemar pour la formation néerlandaise. S'il semblerait finalement qu'il n'y a rien de grave pour Benoot et Tratnik, c'est le cas de Van Aert qui inquiétait le plus les suiveurs. Pas très cool pour Benoot et Tratnik quand même, hein. Mais on comprend. Les blessures de Wout ne sont pas trop graves. Pour rappel, le Belge avait chuté vendredi sur le 3 Saxo Classique lors du passage décisif du Paterberg. En voulant se replacer dans les premiers hectomètres du terrible mont, Van Aert, déjà pourquoi il était autant en retrait, il aurait été aux avant-postes avec Van Der Poel, il prenait moins de risques déjà. Hein. Bon bref, on va pas refaire le match. Van Aert avait cogné sa roue avant et avait chuté, alors que son grand rival Mathieu Van Der Poel s'envolait. À 5 jours d'à travers la Flandre, et surtout à 9 jours du Tour des Flandres, ça semblait plutôt inquiétant pour le Belge. Mais le directeur sportif de la Visma Lease Bike, Martin Wynants, a rassuré tout le monde. Une chute n'est jamais anodine, mais les blessures de Wout ne sont pas trop graves. A-t-il déclaré auprès de nos confrères, auprès de Latstat News. Samedi, tout comme Matteo Jorgensen, on dit Jorgensen. Il a pu faire quelques kilomètres supplémentaires le lendemain de la course. Maintenant, il va se reposer un peu et digérer son entraînement en altitude. À partir de cette semaine, son état ne devrait monter que crescendo. On attend donc Van Aert au rendez-vous dès ce mercredi sur À travers la Flandre. Dernier rendez-vous avant dimanche chez l'impitoyable mais magnifique Tour des Flandres. Et oui, aujourd'hui, c'est une course à suivre puisque ça va être la dernière course de préparation pour voir un petit peu les organismes, voir comment les coureurs sont, dans quel état de forme ils sont, afin de pouvoir faire vos pronostics pour le Tour des Flandres. On change de registre avec Pogačar. Creuse, le numéro 1 français est un retraité. Étrange. Les nouveaux classements UCI sont parus ce mardi, avec un statu quo en ce qui concerne les leaders. Chez les hommes, Tadej Pogačar domine toujours et il a même repris un peu de marche par rapport à Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel suite à son immense tour de Catalogne. Ouais, c'est normal, il a tout éclaté. De toute façon, toutes les courses qu'il a faites, Tadej, il a tout éclaté. Remco, qui me semblait un peu limite, pour moi, il est clairement un cran en dessous. On pourra en parler dans une vidéo dédiée éventuellement sur ce que je pense des différents leaders, si ça vous intéresse. Mais pour moi, Remco est un cran en dessous pour le Tour de France. Ouais, ça va faire mal. Et il va y avoir des étincelles. C'est derrière ces 3 hommes que ça a bougé, puisque Mats Pedersen passe 4ème et Jasper Philipsen fait son entrée dans le top 5, que quitte en revanche Primož Roglič. Côté français, il faut signaler la chute de Christophe Laporte, qui perd 15 positions.
Dans l'incapacité de s'aligner sur les Flandriennes en raison d'une maladie, le Varois pointe cette semaine au 35e rang. Il passe numéro 2 français derrière Thibaut Pinot, retraité depuis la fin de la saison dernière, mais qui apparaît toujours dans le classement, puisque celui-ci prend en compte les 52 dernières semaines, situation cocasse. Le meilleur français du classement UCI est donc plus coureur professionnel. C'est pas mal. Deux autres bleus sont dans le top 50, en l'occurrence Guillaume Martin et Valentin Madouas. Et un autre... Oh là là, et pardon, j'arrive plus à lire. Et un autre en est aux portes puisque Lenny Martinez est 51e. Et d'ailleurs, ça, il faut qu'on en parle. Lenny Martinez, il a l'air fort, mais encore une fois, il n'a pas démontré tant de choses que ça. On parle beaucoup d'Lenny Martinez, c'est le projet Nespoir français, on connaît, ils nous ont fait ça avec Bardet, ils ont fait ça avec Pinot, ils ont fait ça avec Godu. Maintenant, c'est au tour de Martinez. Bon, très bien. Très bien. Martinez, il a gagné le maillot rouge. Enfin, il a pas gagné, mais il a porté le maillot rouge, quoi, 2-3 jours. Ça fait pas de lui un énorme coureur. Alors, après, oui, il a gagné d'autres courses. Et il est prometteur, je dis pas. Je veux pas. Voilà. Juste, je veux essayer de apaiser les choses. Vous hypez pas trop auprès de Lenny Martinez. Pour moi, je le vois bon, très bon. De là, gagner un grand tour, j'ai des doutes. Moi, il m'en faut plus. J'ai beaucoup cru en David Godu. David Godu qui est bon, qui est très bon. Mais il est où aujourd'hui, David Godu? Bah, j'ai beaucoup de respect pour cet homme, mais David Godu, ce qui va peut-être qu'il va devenir même l'équipier de luxe de Lenny Martinez, on ne sait pas. David Godu, pour le moment, moi, il m'inquiète un petit peu. David Godu, on le voit plus. Il est plus dans les radars, il est plus là. Les quelques rendez-vous où il a pu être là, où il a pu être présent, il était quelque peu décevant. Et sinon, on le voit plus. Où es-tu, David? Où es-tu? Alors moi, je demande que ça, qu'il réapparaisse et qu'il gagne tout et qu'il éclate les scores, mais il est dans une zone grise où je sais pas trop le situer. Je sais pas si... Je sais pas. En fait, je sais pas. Et Lenny Martinez, je vois beaucoup de hype autour de ce jeune coureur, qui est très fort, hein. Je remets pas en question ses compétences, mais j'en attends encore un peu plus avant de commencer à m'exclaffer et dire ouais, il est trop fort. On l'attend c'est le prochain vainqueur du Tour de France. Parce qu'il y a quand même un fossé derrière avec des Roglic, des Remco, des Tadej et des Jonas, naturellement. Tant qu'il n'est pas au niveau d'au moins de ces quatre-là. Donc à voir. Cette année, de toute façon, on nous donnera la réponse. Mais pour le moment, je trouve qu'il y a beaucoup d'engouement pour trop peu de choses encore. Mais je peux comprendre à la fois. Donc, à suivre. Pour ce qui est des équipes, UAE Team Emirates poursuit son cavalier seul en tête du classement. On l'a vu précédemment. Hein. L'équipe managée par Mauro Gianetti possède désormais plus de 2600 points d'avance sur le team Visma Lease Bike. La Decathlon G2R, la mondiale team, passe à la troisième, passe de la troisième à la cinquième place, dépassée par les formations Lidl Trek et Soudal Quickstep. L'écurie savoyarde est la seule équipe française du top 10 puisque la Groupama FDJ pointe en 11e position cette semaine. Il faut noter la forte progression de l'équipe Alpecin de Koenig qui, grâce aux duettistes Mathieu Van Der Poel et Jasper Philipsen, se retrouve 9e alors qu'elle était 18e il y a une semaine. Ah, donc ils ont quand même pas mal augmenté. Chez les femmes, Demi Vollering reste au sommet du classement, tout comme sa formation qui est néanmoins menacée par la Lidl Trek, revenue à seulement 233 points de l'équipe néerlandaise. Lidl Trek cartonne chez les hommes et chez les femmes visiblement. Donc le classement UCI qu'on a vu déjà précédemment, on va pas revenir dessus. Ça parlait de Tadej, ça reparle de Tadej, et je crois que c'est la dernière fois que ça parle de Tadej. Le final de la première étape du Giro durcit. Pogacar en rose. Ah ah ah. La question est posée. Après la modification de la 15e étape du prochain Tour d'Italie début mars, c'est au tour de la journée inaugurale d'être légèrement corrigée. Prévue entre Veneria, Reale et Turin, cette première étape longue de 136 km proposait déjà un parcours accidenté. Il le sera désormais encore plus, de par l'ajout de l'ascension de San Vito, 1,4 km à 9,7% dans le final. Après le sommet, il ne restera plus qu'environ 3 km de course au peloton, l'occasion parfaite pour s'extirper du groupe, aller chercher une victoire en solo avec, en prime, le maillot rose. Donc on voit, donc là c'est le nouveau tracé ici, donc on voit avec le San Vito, et là c'était l'ancien tracé.
En effet, on voit même ici, il y a une autre boss hein, qui se rajoute. Bah, c'est le San Vito d'ailleurs, toujours. Une autre boss qui se rajoute. Ça peut changer la physionomie de la course. Ça peut être un peu plus casse-pattes. On pense au Sprinter Puncher pourrait avoir plus de difficultés à remporter cette étape. Donc Pogacar premier leader, bah ça semble pas farfelu en effet. Avec ce changement de programme initié par RCS Sport, l'organisateur de l'événement, Tadej Pogacar est encore plus propice de récupérer la première tunique de leader de cette 107e édition du Giro qui s'élance le 4 mai prochain. C'est bientôt, c'est très bientôt, ça arrive vite. Le Slovène du AUTM Emirates s'alignera sur la toute première fois de sa carrière sur le Grand Tour italien avec déjà la casquette de favori. Évidemment, c'est logique. De toute façon, peu importe les courses où il participe, c'est le favori, sauf si il y a Jonas. C'est tout. Ah bah voilà. On a fait le tour des actus. Du coup, donc le classement. Voilà, je vous le remets. Donc, bah, c'est ici que va s'achever cette première vidéo. Première vidéo qui fait plus d'une demi-heure. Et encore, je vous jure, j'ai filtré les infos, j'ai pas tout pris. Mais peut-être que je ferai plusieurs vidéos. Peut-être que comme ça, je pourrais en faire au moins une par jour. Tu me diras, ça pourrait être une bonne idée. Typiquement, peut-être isoler la news où on voit que les coureurs sont en train de se foutre royalement sur la tronche. Ils nous font un Royal Rumble. Je pense que ça, je pourrais le garder pour une autre vidéo. Enfin bref, peut-être que je ferai du montage, peut-être pas. L'idée, c'est de faire des vidéos un peu à la cool. En tout cas, merci d'avoir suivi. Si ça vous plaît, si vous voulez soutenir ce format, n'hésitez pas déjà à apporter vos commentaires, vos suggestions en commentaire. Si vous voulez commenter aussi l'actualité, allez-y, c'est avec plaisir. Pensez à vous abonner, mettre le petit like, et puis à bientôt. À bientôt pour d'autres news. En tout cas, je suivrai à travers la Flandre avec attention. Bientôt, il y aura le Tour des Flandres. Il va falloir suivre les actualités, ça va être chaud. À bientôt, passez une bonne journée, bye.